Sur ce plateau, dans un instant, Nathalie Arthaud, qui va avoir une dizaine de minutes pour convaincre. Elle est désormais un visage connu de la vie politique française. C'est sa troisième candidature. Le mentor de Nathalie Arthaud, Arlette Laguiller, s'était quant à elle présenté 6 fois, un record sous la Ve République. En 2012, alors que le visage de la candidate lutte ouvrière changeait, les idées demeuraient les mêmes. Regardez les archives retrouvées par l'excellent Dimitri Kefelec. Merci beaucoup. Début du marathon, mi-journée à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, Nathalie Arthaud quitte le lycée technique où elle enseigne l'informatique en gestion. La porte-parole de lutte ouvrière a l'étiquette vue à la télé, ses idées trotskistes sont moins connues. Elle a des idées strauss-kiennes, un révolutionnaire trotskiste. L'entrée en campagne de Nathalie Arthaud pour l'extrême gauche, la candidate de lutte ouvrière tenait un meeting hier soir à Montreuil, en présence d'Arlette Laguiller. Inséparables, Arlette Laguiller et Nathalie Arthaud avancent ensemble dans la campagne présidentielle. Hier soir, il s'agissait d'un passage de relais. Je donne maintenant la parole à ma camarade Nathalie Arthaud, notre candidate à l'élection présidentielle. Lutte ouvrière a donc un nouveau visage. Mais que les militants se rassurent, le discours, lui, commence toujours de la même façon. Travailleuses, travailleurs, camarades et amis, l'économie capitaliste est une économie qui s'étouffe dans sa propre graisse. Et voici Nathalie Arthaud. Bonsoir, madame. Comme la colère rouge. Vous connaissez Michel Sardou, 100% rouge. Ouais. Vous aimez bien Michel Sardou? Ouais. Je sais pas votre... Pas spécialement, non. Ouais. Vous êtes porte-parole de lutte ouvrière. Vous êtes agrégé. J'adore. Il y a qu'ici qu'on pose des questions comme ça. Désolé. Hein. Ah, c'est cool. Fallait répondre. Vous êtes porte-parole de lutte ouvrière, agrégé d'économie et de gestion. C'est la 3e fois que vous vous présentez à l'élection présidentielle. Vous pouvez penser pouvoir retrouver les scores d'Arlette Laguiller, 5% en 1995 et en 2002, même si elle avait un peu chuté en 2007. Il y avait quand même une ardeur. Est-ce que vous allez la retrouver, cette ardeur? Et comment? Non, je pense que l'ardeur essentielle, on la retrouvera dans la rue. Voilà. Ah. Eh ben oui, parce qu'en fait, très clairement, pour moi, c'est là que les choses peuvent se jouer. Voilà. Et si je continue de démarrer tous mes discours avec travailleuses et travailleurs, c'est parce que je pense que les travailleuses et les travailleurs vont être en capacité, eux, de changer cette société et de la faire tourner. Un troisième tour social, alors? Un troisième tour social, c'est en permanence. Hein, en permanence qu'il faut mener le combat pour défendre son beefsteak, j'ai envie de dire, ses conditions de travail, son salaire, etc. Et je suis convaincue qu'en permanence peut effectivement éclater une révolte qui peut elle-même déboucher sur un changement total de société. Il faut entendre un clin d'œil à Roussel dans la défense du beefsteak? Pas du tout. Ok, d'accord. Non, c'était pour savoir. Non, je suis pas obsédée par... Fabien Roussel. Raphaël, oui, il a fait un très bon livre avec Fabien Roussel. Éric Nolot. Oui, quand Éric Zemmour essaye d'être désagréable envers Marine Le Pen, il dit que c'est la nouvelle Arlette Laguiller, une candidate qui est condamnée, qui est condamnée à perdre. Alors, là où il n'a pas tout à fait tort, c'est que vous êtes sur un programme extrêmement radical. Alors, on ne va pas pouvoir en 10 minutes... Il a complètement tort, Zemmour, je vous le dis, non. D'accord. Non, mais on va discuter de votre programme. Parce il a un tout petit peu raison, il a complètement tort. Très bien, on va voir. On ne peut pas discuter de tout ce que vous proposez en 10 minutes. On a retenu 4 propositions de votre part. Exproprier les grandes fortunes, créer les États-Unis socialistes d'Europe, instaurer la liberté de circulation et d'installation des migrants, et instaurer la proportionnelle intégrale. Alors, je vous propose de nous arrêter sur la première, exproprier les grandes fortunes. En quoi ça consiste exactement? Comment on s'y prend et dans quel but? Regardez concrètement ce qui est fait contre les oligarques russes aujourd'hui. Voilà. On gèle leurs avoirs, on les met sous séquestre. Eh bien, moi, je suis pour généraliser la mesure à toute la grande bourgeoisie, de façon à ce que les multinationales... Attendez, juste les oligarques russes, c'est une punition. Donc là, c'est une punition généralisée. Non, mais écoutez, moi, toute la punition que je souhaite, si vous voulez... L'exemple des oligarques russes. Toute la punition que je souhaite à la classe capitaliste, c'est d'être comme tout un chacun, c'est-à-dire de travailler pour gagner sa vie, quoi. Voilà, c'est possible, ça? C'est possible. Donc moi, je suis en effet pour qu'on arrête l'exploitation de l'homme par l'homme, pour qu'on arrête avec d'un côté ces capitaux qui s'accumulent et qui donnent un pouvoir à une classe sociale de diriger l'ensemble de la population, de la classe laborieuse. Et je pense
aux ouvriers, je pense aux salariés, mais je pense aussi à tous les petits producteurs, vous savez, qui en fait travaillent pour les banques, qui travaillent en fait pour cette classe capitaliste, parce que c'est comme ça que la société fonctionne. Donc moi, j'imagine qu'un jour, oui, au travers de leur combat, les travailleurs seront en mesure de dire, eh bien finalement, tout ça, ça nous appartient. Toutes ces grandes entreprises, c'est nous qui les avons construites, c'est le fruit de notre labeur, c'est le fruit de générations. Mais qu'on comprenne bien, une fois que c'est sous séquestre, qu'est-ce qui se passe? Et alors, c'est pas seulement sur séquestre, on les fait tourner, on fait ce qu'on sait faire, nous, les travailleurs, c'est-à-dire on fait tourner la société, mais cette fois, exceptionnelle, chose exceptionnelle, on la fait tourner pour qu'elle réponde aux besoins de tous. Voilà. Et on l'a fait tourner aussi pour qu'elle respecte les salariés, pour que le travail ne soit pas un enfer, pour qu'on répartisse le travail entre tous. Enfin voilà, on remet la société sur ses pieds. Raphaël Antoine? Oui, j'ai eu des sentiments partagés à votre égard. Quand je vous ai entendu parler de laïcité, c'était assez merveilleux, je dois dire, de vous entendre tout simplement critiquer le voile comme un symbole sexiste ou comme un lieu où la... Enfin, bref, rappeler en somme la gauche à l'essentiel, qui est que, d'une certaine manière, la religion est quand même l'opium du peuple et que libérer les individus, c'est aussi les libérer de ces tutelles imaginaires. Et donc, il y avait là, effectivement, quelque chose, je trouvais, d'étonnant. Et surtout, à gauche, aujourd'hui, c'est un discours qu'on entendait assez peu et qui, d'ailleurs, en lui-même, paraissait iconoclaste, étrangement, alors que c'est historiquement la culture de la gauche. Et donc, j'ai eu, en vous entendant, ça, une vraie solidarité. Et puis après, je vous ai entendu parler de l'OTAN et reprendre d'une certaine manière le narratif de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour et aussi de Vladimir Poutine sur l'OTAN méchant, l'Ukraine nazie, pas bien, la Russie offensée, etc. Et donc, si vous voulez... Vous avez entendu des voix, hein, j'ai l'impression. Ah non, je vous ai entendu. Alors vraiment... Nazie, Non, alors je retire l'Ukraine nazie. Oui, mais si vous voulez, en fait... Vous avez pas mal entendu de voix. Alors, non, pardon, si vous voulez, pour pour préciser les choses, ce que j'ai entendu sur la Russie, sur l'invasion de l'Ukraine, c'est le discours classique poutinien d'une Russie qui a été provoquée par l'OTAN et qui n'a fait que réagir, pour le dire simplement. Et quel est celui des deux affects? À votre façon, surtout. C'est ce que vous avez dit. Quel est celui des deux affects qui l'emporte? En fait, est-ce que vous pouvez vous entendre, par exemple, avec quelqu'un qui serait d'accord avec vous sur la laïcité, mais qui serait en complet désaccord avec vous sur l'analyse géodiplomatique que vous faites de l'épisode? Et qu'on ne va pas retenter ici. Hein. Non. Waouh! Alors, par quoi je commence? D'abord, je commence par, y compris les voix que vous avez entendues. Les voix, lesquelles? Sur la laïcité, par exemple. Parce que, non, nous ne sommes pas des combattants de la laïcité. Oh merde. Moi, oui. Non, mais c'est pas grave. Moi, je pense même que... Les communistes ont changé. Je pense même que la laïcité, ça a été inventé finalement pour faire diversion quelque part et pour nous faire oublier que le combat essentiel dans cette société, c'est un combat de classe sociale entre exploités et exploiteurs. Notre position par rapport au voile, c'est-à-dire dire qu'en effet le voile est le signe d'une inégalité et de l'oppression de la femme, que je maintiens, qui est ma conviction profonde, c'est lié plutôt au combat féministe, à l'émancipation des femmes. C'est le même, le combat laïque et le combat féministe? Eh bien, pour vous, c'est le même. Eh bien, pas pour nous, parce que vous voyez, aujourd'hui, voilà, parce qu'aujourd'hui, en réalité, cette laïcité, y compris, elle est instrumentalisée. Pourquoi? Pour stigmatiser les musulmans. Le problème, c'est les musulmans. C'est pas les processions religieuses des catholiques. C'est pas ceux qui font le pied de grue devant les hôpitaux où se produisent un certain nombre d'avortements. Non, c'est pas ceux qui empêchent la tenue d'un concert dans une église. Non, c'est les musulmans. Alors nous, on n'a rien à voir avec ça. En revanche, on a tout à voir, en effet, avec toutes les femmes qui cherchent à se battre pour leur émancipation, qui refusent la tutelle de leur mari, voilà. Et vous savez, même Karl Marx, quand vous dites, voilà, la religion est l'opium du peuple, ça n'en faisait pas, un combattant des croyants. J'ai pas dit qu'il fallait combattre les croyants. Voilà. J'ai jamais dit ça, et c'était pas ça que j'ai dit. Donc, voilà pourquoi je dis, le combat, c'est pas le combat contre la laïcité pour nous. Et nous savons pertinemment qu'y compris dans cette société d'exploitation et d'oppression... La laïcité, vous ne paraît pas un élément libérateur? Moi, je pense que... Non. De l'individu, de la femme, par exemple? L'élément libérateur, ce sera le combat que l'on mènera contre ceux qui nous oppriment et qui Est-ce que la laïcité est une valeur? Pour le poser plus simplement, est-ce que la moitié de quelque chose, c'est pas mieux que la totalité de rien, si vous voulez? Est-ce qu'une libération par la laïcité, c'est pas déjà ça? Si vous voulez, dans l'attente d'une société sans classe, dans l'attente, dans l'attente du grand soir, est-ce que la laïcité n'est pas un premier pas vers une libération des uns et des autres? Vous savez, un certain nombre ont décidé de, en effet, rayer Dieu de leur... Dieu, c'est pas le sujet, là. De leur conscience, mais ils sont tombés dans le culte de quoi? La religion de l'argent.
Donc vous voyez, en réalité, dans cette société, si vous voulez, d'exploitation, en effet, les consciences, eh bien, je pense, en particulier de ceux des exploités, elles ne peuvent pas être libres dans certains côtés. Donc voilà, moi non, je pense que ce n'est pas... y compris... C'est ce qui nous différencie de tous les réformistes. Hein. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà, estimer que par petits pas, comme ça, on peut aller sur l'émancipation. Non. Je pense que l'aliénation dans cette société capitaliste, c'est en effet ce que réserve la bourgeoisie au monde du travail. Donc, et à chaque fois que les consciences évoluent et que, y compris, on fait le ménage. Et qu'on nettoie un certain nombre de toiles d'araignée qu'on pouvait avoir dans la tête, des préjugés, des superstitions. C'est lorsqu'on se bat et lorsqu'on découvre qu'en réalité, les travailleurs, ils ont la possibilité de prendre leur sort en main. C'est-à-dire que dernière question, lorsqu'ils maîtrisent finalement leur vie et qu'ils peuvent construire leur avenir. Non, moi, j'aurais aimé vous entendre défendre la laïcité comme valeur d'émancipation. On ne va pas y revenir. Juste, je reviens sur le mot de réformisme. On l'a dit, Arlette Laguillet a fait beaucoup plus de voix par le passé que vous ne l'avez fait vous-même. Donc, c'est des idées que vous soutenez, elles sont plutôt en recul, peut-être parce que pour vous, c'est tout ou rien. Vous n'êtes pas une réformiste, en effet, vous êtes une révolutionnaire. Est-ce que vous ne vous dites pas, à force d'échecs dans les urnes, que vous êtes sur la fausse voie en réalité et qu'il faut changer de tactique, obtenir des résultats tangibles, ce qui améliorerait la situation des gens que vous voulez défendre, que vous prétendez défendre, plutôt que de leur promettre une révolution qui recule dans le temps de 5 ans en 5 ans. Quels sont les résultats tangibles obtenus par tous ceux qui nous dirigent, qui sont élus, qui font des bons scores électoraux, ils sont même élus? Est-ce que nous allons vers une ère de développement, de prospérité, de bonheur, d'amitié entre les peuples? Est-ce que vous leur proposez une alternative, vraiment? Ce que je vois, la société... Ou c'est une candidature de témoignage? C'est une candidature de témoignage, oui. De quoi? De la révolte, de la protestation. Et vous savez, je pense que ça peut être le point de départ de beaucoup de choses. Et cette conscience que la société capitaliste ne nous réserve que la crise et les guerres, eh bien, je pense qu'il faut qu'elle soit vivante. Parce que c'est avec cette conscience-là que les combats qu'on va mener au jour le jour pourront déboucher sur une autre société que je pense être absolument urgente. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud. Vous l'avez entendu. Je n'ai pas pu répondre sur le gong a retenti. Dommage. Allez, suite de notre émission spéciale avec notre dernier supporter.